Bonsoir, nous nous retrouvons pour une capsule vidéo avec Madame Conro, proviseure du lycée Rosa Parks, et moi-même, Madame Negrello, proviseure adjointe. Nous allons vous parler d'évolutions prévues au règlement intérieur. Ces évolutions sont en lien avec des évolutions du baccalauréat. Oui, alors au départ, nous vous avions expliqué que le baccalauréat était prévu avec une partie en contrôle continu et une partie avec des épreuves communes. C'est terminé. À partir de cet été, il a été prévu que uniquement les 40% du contrôle continu vont être les notes du bulletin. Donc toutes les notes qui sont portées dans le bulletin, maintenant, ont ce qu'on appelle une valeur certificative. Elles donnent une certification à l'élève. Alors du coup, nous travaillons actuellement avec les professeurs sur un projet d'évaluation, mais nous ne sommes pas tout seuls. Le projet d'évaluation, en fait, c'est une modalité qui a été prévue par le législateur et qui a deux buts. Le premier but, c'est que la manière d'évaluer dans l'établissement soit rendue explicite, très explicite pour les parents et les élèves. Et le deuxième but, c'est que ces modalités permettent une harmonisation entre professeurs de la même discipline à l'intérieur de l'établissement, mais également une harmonisation entre établissements. Alors, tous les lycées en France font ce travail actuellement. Et ce travail va nécessiter une évolution du règlement intérieur, du RI, puisqu'il va nous falloir gérer deux choses qu'on ne gérait pas habituellement, puisque c'était bien sûr des examens qui étaient gérés par le rectorat, la fraude et le cas des absences. Alors là, parlons tout d'abord des absences. Donc, tout d'abord, les devoirs vont bien être indiqués dans Pronote. On vous fera un petit tuto. Donc, vous saurez, vous, en tant que parent, quand un devoir est prévu pour votre enfant. Alors, si votre enfant est dans un cas d'absence, soit cette absence était prévue d'avance, et auquel cas, vous devez absolument avoir demandé un accord préalable au chef d'établissement. Et soit cette absence est imprévue, et dans ce cas-là, il vous faudra présenter des justificatifs. Alors attention, parce que l'accord préalable du chef d'établissement, il est nécessaire. C'est-à-dire que, bon, un exemple, votre enfant passe le permis. Oui, là, on voit bien qu'on peut difficilement vous demander d'ajourner cette absence. Par contre, si c'est un rendez-vous chez l'orthodontiste, ça peut être déplacé d'une journée. Donc, faire bien attention à obtenir un accord préalable ou à présenter des justificatifs dans le cas d'une absence non prévue. Qu'est-ce qu'on attend comme justificatif ? Un justificatif médical ou alors un justificatif administratif. Alors, si donc un devoir n'a pas été fait et que cette absence de notes porte un risque sur la représentativité de la moyenne, c'est-à-dire en fait par rapport aux autres élèves, votre enfant n'a pas la même moyenne. À ce moment-là, le professeur peut décider de faire passer un rattrapage du devoir à votre enfant. C'est lui qui fixera à quel moment se fait ce rattrapage. Et ce rattrapage peut aussi être mutualisé pour plusieurs professeurs de la même discipline. Attention, là encore, il faudra justifier d'une éventuelle absence au rattrapage, sinon le risque c'est d'avoir un 0 en lieu et place de la note au devoir. Oui. Et alors, s'il manque trop de notes, à ce moment-là, la moyenne sera considérée, comme le législateur l'a écrit, comme non représentative. Alors ça, c'est très grave. Oui, parce qu'une moyenne non représentative ne peut pas être portée au bulletin. Donc en fait, votre enfant manque d'une moyenne ou plusieurs moyennes sur son bulletin. Et dans ce cas-là, votre enfant va être convoqué à une épreuve de remplacement. Alors l'épreuve de remplacement, c'est très important de bien le comprendre, n'a lieu qu'une fois par niveau et pour chacune des disciplines où elle est nécessaire. Donc en fait, en première, s'il nous manque une moyenne en première, on passera l'épreuve de remplacement au premier trimestre de terminale. Et cette épreuve portera sur l'ensemble du programme de l'année dans la discipline où on passe l'épreuve. Et si c'est une note de terminale qui manque, eh bien ça sera au mois de mai et cela portera sur l'ensemble du programme de l'année aussi. Et la note obtenue remplace toutes les notes obtenues donc sur l'année. Donc c'est plutôt en la défaveur de l'élève. Voilà. Le législateur a prévu ces cas pour des élèves qui seraient par exemple hospitalisés sur une partie de l'année et qui ont quand même fourni un travail qui fait qu'ils ont acquis le niveau dans la discipline, ils veulent faire valoir ce niveau. À ce moment-là, on peut les convoquer pour une épreuve de remplacement. On ne le conseille absolument pas comme modalité de fonctionnement. Non. Alors ensuite, la fraude,
Eh bien, auparavant, c'est vrai qu'il arrivait parfois que les élèves fraudaient, mais là, il va falloir que nous puissions caractériser cette fraude. Alors, nous vous avons mis des exemples qu'il y a sur les sites des examens. Oui, la fraude, ça peut être par exemple communiquer entre élèves pendant une épreuve, soit communiquer par geste ou verbalement. Ça peut être aussi de conserver sur soi des objets connectés comme un téléphone portable, mais comme aussi une montre connectée, etc. Ça peut être d'avoir sur soi une calculatrice alors qu'elle est interdite pour l'épreuve, etc. Les objets, même éteints, peuvent faire l'objet d'un PV de suspicion de fraude. La fraude, c'est aussi, par exemple, copier sur un autre candidat, se procurer des sujets à l'avance, plagier. Alors, plagier, et du coup, ça nous permet de dire une chose importante, c'est-à-dire que parfois, on va se rendre compte au moment du devoir surveiller de la fraude, et puis parfois, ça va être au moment de la correction, puisque là, le professeur va se rendre compte que, ben non, là, c'est pas possible. Il s'agit d'un plagiat, l'élève a recopié quelque chose d'autre et n'a pas pu le voir au moment où il a composé. Alors, si le surveillant de l'épreuve constate la fraude au moment où elle se produit, il va prendre toutes les mesures nécessaires pour la faire cesser. Il va laisser l'élève continuer à composer. Il saisit donc les pièces, les matériels qui permettront d'établir les faits, et puis il va dresser un procès verbal qu'il va communiquer au chef d'établissement. Alors ce que nous allons faire, c'est que nous allons donc retravailler le règlement intérieur, de sorte d'avoir vraiment une procédure qui va nous permettre donc de caractériser la fraude et de savoir ce qui va être décidé au final. Mais déjà là, on a déjà des cas qui ont lieu. Donc, nous avons déjà procédé à des PV, des procès-verbaux de fraude, et nous allons donc mettre en attente ces cas, et nous allons les traiter une fois que le règlement intérieur sera mis en conformité avec les nouveautés de la loi actuelle. Alors, quand un PV de fraude est dressé, en fait, on y trouve le rapport des faits et aussi des éléments qui concernent l'audition de l'élève dans un principe de contradictoire, une observation éventuelle des responsables légaux, et puis la décision qui a été retenue par la commission qui a étudié le cas de fraude. Donc, ces décisions peuvent être de deux ordres, des décisions concernant la note attribuée à l'élève pour son devoir. Donc, ce sera soit que le devoir tel qu'il a été évalué, la note est maintenue telle qu'elle a été, elle figure sur la copie, ou bien alors la copie reçoit 0. Et puis, il peut y avoir aussi une décision de mention dans le bulletin d'éléments factuels en lien avec la fraude. Alors c'était très important pour nous de communiquer avec vous dès ce soir pour que vous puissiez avoir connaissance de ces évolutions. Les professeurs principaux ont travaillé d'ores et déjà avec les élèves sur ces points, mais il était important que vous, les familles, vous puissiez aussi avoir ces dialogues avec vos enfants. Alors bien sûr, nous souhaitons avec Madame Conro que ces cas restent bien rares, et puis nous vous remercions pour votre attention. Nous vous souhaitons une bonne soirée. Au revoir. Au revoir.